Notre invitée suivante est enseignant-chercheur au laboratoire MAPIEM à l'école d'ingénieurs CITEC, experte en chimie des matériaux. Depuis plus de 25 ans, elle mène des travaux de recherche dans ce laboratoire qui s'occupe de matériaux polymères, interface environnement marin, avec les stratégies d'anti-fouling pour la protection des structures immergées, notamment en milieu marin. Vous avez, Madame Bressy, 20 minutes pour nous parler de votre sujet. Merci. Donc, je vais vous parler donc, de la gestion du biofouling marin, donc, dans le cadre de la maintien en conditions opérationnelles et de la réglementation. Donc, j'appartiens au laboratoire MAPIEM, donc laboratoire matériaux, polymères, interface, environnement marin, avec deux grandes thématiques, les biofilms et l'anti-fouling, et également la durabilité des matériaux fonctionnels. Donc, on a plusieurs thématiques, dont la thématique de développement de surface anti-fouling pour limiter donc l'accrochage des organismes, et je vais vous en expliquer, marins, sur des coques de bateaux en particulier. Donc je vais faire une brève présentation de ce que c'est que le biofouling marin. Dans tous les cas, c'est un véritable casse-tête pour le secteur du transport maritime et naval de défense. L'impact sur le maintien des conditions opérationnelles des structures navigantes, les systèmes de protection par revêtement, et ensuite je parlerai du biofouling marin, mais dans le cadre de la réglementation et également du maintien en conditions opérationnelles. Et je conclurai. Donc le biofouling marin, lorsqu'on immerge une surface dans le milieu marin, quelle qu'elle soit, elle est rapidement colonisée par, d'une part, des micro-organismes, principalement au départ des bactéries, qui vont constituer un biofilm qui va s'enrichir. Et ensuite, on va voir apparaître du macrofouling, donc visible à l'œil nu, tels que des algues, des moules, des balanes. Donc ça peut prendre quelques secondes à quelques jours pour voir le développement de tel organisme sur une surface. Donc le microfouling est observé en général par microscopie, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Et le macrofouling, donc vous le voyez sur également tout récif ou autre, quelle que soit la structure dans le milieu marin qui est immergé. Donc ce biofouling est divers et de différentes intensités. Par exemple, ici, vous voyez des substrats, notamment la partie grise à gauche du PVC qui était immergé à Tahiti, à Brest, à Lorient et à Toulon. Et on voit la diversité des organismes colonisateurs ainsi que la quantité, qui n'est pas la même. Et côté droit, on voit donc un revêtement anti-fouling qui est rouge, qui normalement a pour objectif de limiter l'adhésion des organismes sur des surfaces. Et on voit également qu'il y a des différences d'efficacité selon la situation géographique, Lorient, Brest, Toulon ou Tahiti. Et donc la localisation est un paramètre important, mais également la nature de la surface, la chimie, la texturation ou la dureté ou la souplesse qu'on appelle de la surface aussi a une influence. Donc l'impact du biofouling marin, et si on s'intéresse uniquement aux structures navigantes, c'est une perte de vitesse, une diminution de manœuvrabilité, notamment lorsque le fouling également colonise l'hélice d'un bateau, l'augmentation de la consommation en carburant, si on veut maintenir la vitesse constante, et de ce fait, on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, les organismes, et surtout les micro-organismes, interviennent dans la corrosion des structures métalliques. Et tous ces phénomènes-là demandent en fait une augmentation des fréquences de carénage pour optimiser les conditions opérationnelles des structures navigantes. Un bateau, un bâtiment, quel qu'il soit, quand il navigue, transporte aussi avec lui ces organismes. Et donc, on arrive là dans la problématique de transfert d'espèces exotiques potentiellement envahissantes et qu'on va rencontrer sur les coques, mais aussi les eaux de ballast. Donc ici, un exemple de l'impact sur la traînée hydrodynamique. Donc on regarde là la variation en pourcentage de résistance à l'avancement du bateau. Un bateau ici sont données donc, issues d'un bâtiment militaire, donc données un peu anciennes de 2007, mais qui sont toujours d'actualité. C'est un bâtiment qui navigue à 15 nœuds et on voit l'effet d'un biofilm, de micro-organismes, sur la traînée, la consommation en carburant et également sur les coûts associés de maintenance et coûts associés bien sûr à la surconsommation de carburant. On voit les algues également, un effet, on peut augmenter de 40% la résistance et sur des organismes plus macroscopiques et surtout calcaires, très encroûtants, on peut augmenter jusqu'à plus de 80% la résistance avec des consommations importantes de fioul.
Et ceci principalement dû également à la génération de ce qu'on appelle de rugosité en surface. Cette rugosité également va impacter la consommation, la résistance, mais également la puissance au niveau de l'arbre. Ici, vous avez un exemple pour une frégate. En fonction de la vitesse, conditions de vitesse, on n'a pas du tout les mêmes répercussions du fouling sur cette traînée, on va dire, hydrodynamique. Donc, une étude récente montre que quand même, sur 250 à peu près navires, passés en bassin de carénage pour maintenance, que sur l'ensemble des navires, on a des navires qui ont majoritairement quand même des espèces encroûtantes. On voit le camembert sur la droite, où on voit quand même des bâtiments qui ont plus de 30% de leur surface recouverte par ce qu'on appelle du fouling dur, donc des espèces encroûtantes qui ont un effet non négligeable sur la consommation en carburant. Et on voit que si on a 10% de la surface recouverte par ces organismes, on augmente au niveau consommation en carburant de plus de 6 millions de dollars en termes de coûts par an. Et donc, il est nécessaire, si on veut maintenir des conditions opérationnelles, de définir des moyens de prévention de l'encrassement biologique qui soient adaptés aux bâtiments et des maintenances préventives et correctives. Le moyen de lutte donc, principal contre ces organismes, c'est d'appliquer des peintures sur ces carènes de bateaux. Donc on a des revêtements, soit contenant des biocides, qui vont être relargués au contact de l'eau de mer. Et parmi ces biocides, on va rencontrer principalement un oxyde de cuivre. Donc les peintures actuelles sont majoritairement constituées de ce biocide-là, avec ce qu'on appelle des cobiocides. Et donc dans ces peintures-là, leur efficacité dépend de leur mécanisme, et on va rencontrer des revêtements à matrice dure, érodables ou autopolissantes, et dont l'efficacité va augmenter, mais les coûts également, peinture au mètre carré, qui vont augmenter. Et d'un autre côté, on va rencontrer des revêtements sans biocides, que l'on appelle donc des revêtements fouling release ou fouling resistant, et qui ont la particularité d'être des élastomères silicone très souples, sans biocides, et qui vont avoir une action soit sur l'élimination aisée des organismes lorsque le bateau navigue, ou alors on a dépôt d'une couche d'eau parce que la surface est très hydrophile et sur de l'eau rien n'adhère, et donc on augmente les performances de ces revêtements. Donc là on a une évolution de ces systèmes sans biocides au cours des années, avec principalement de plus en plus des systèmes à base d'élastomères dits amphiphiles. Et donc, à l'heure actuelle, 90% des navires commerciaux et de plaisance utilisent des peintures anti-fouling contenant du cuivre. 90% des navires. Et donc, c'est une source de pollution. Et dernièrement, le cuivre relargué par ces peintures une étude a démontré des effets perturbateurs, notamment dans la lagune de Venise. Donc, si on regarde les revêtements à base de biocides, ils sont très efficaces en mode statique et dynamique, mais ils sont soumis au règlement européen sur les biocides. On libère des biocides dans le milieu marin, donc une notion de toxicité et d'écotoxicité. Et il est nécessaire de ce fait, dans les zones de carénage, de récupérer et traiter les déchets lorsqu'on nettoie les zones de ces coques de bateau. Et les systèmes, par contre, fouling release, qui n'ont pas de biocides, ne sont pas soumis au règlement européen, sauf quelques-uns qui contiennent un mélange, mais sinon, ils sont non soumis au règlement. Ils réduisent la consommation en carburant par rapport au système à base de biocides, avec des réductions de 5 à 8%. Durabilité accrue par rapport aux peintures à base de biocides et une efficacité améliorée de ces systèmes-là, puisque initialement, ces systèmes, il fallait que le bateau navigue à plus de 10 nœuds pour être efficace. Et maintenant, on arrive à descendre à 4 nœuds. Par contre, on commence à démontrer de l'écotoxicité de ces systèmes. On est obligé de rajouter des biocides malgré leur performance pour être efficace en mode statique, à l'arrêt. Par contre, leur efficacité, suivant les fournisseurs, est dépendante des fréquences de navigation. Et donc, quand on choisit un système, il faut aussi se poser la question sur les durées d'efficacité et sur l'application. On ne va pas utiliser le même système sur des carènes ou sur des fonds de bateaux. Et derrière, bien sûr, il va falloir intervenir de toute façon, puisqu'il n'y a pas de système universel. Il faudra faire de la maintenance. Donc, soit une maintenance qui va être simple de nettoyage de la carène ou de l'hélice également, qui va jouer sur une amélioration de la traînée, ou passage en carène, en carénage, en zone de carénage, où là, on repart sur une structure neuve
qui va, on le voit de toute façon, évoluer au cours du temps, puisqu'on va avoir à nouveau du fouling qui va se déposer. On peut faire de la maintenance préventive, on va dire proactive, avec des nettoyages réguliers. Pour cela, il faut des robots. Ici, c'est un exemple juste de différents systèmes anti-fouling, avec des colonnes différentes, où on nettoie tous les mois, une fois par mois. Et on voit une amélioration nette de la durée d'efficacité, parce que même à 24 mois, on a des systèmes qui sont efficaces lorsqu'on nettoie. Et c'est la partie notée GR pour grooming en anglais, en bas de chaque colonne. Et donc oui, nettoyer c'est bien. On trouve de plus en plus de robots disponibles de nettoyage, de ROV, in situ. Par contre, il est nécessaire probablement, avant de nettoyer, de faire des inspections visuelles pour voir la nécessité de nettoyer, parce que ça engendre des coûts supplémentaires. Il faut choisir le choix des techniques de nettoyage, des brosses, du géo de pression, des ultrasons, des UV. Et surtout se poser la question de la récupération des microparticules qu'on va générer quand on va nettoyer. Donc souvent, on doit récupérer, filtrer et stériliser. Et donc stériliser pour pouvoir rejeter à la mer les eaux de nettoyage sans rajouter des espèces qui pourraient potentiellement devenir invasives. Donc il y a quand même tout de même un impact du nettoyage. Et des études commencent à montrer que lorsqu'on nettoie un revêtement, une carène revêtue, eh bien on vient perturber le mécanisme de fonctionnement du revêtement. Et un revêtement qui était efficace 3 ans peut diminuer en durée d'efficacité à cause du nettoyage par des brosses ou du géo de pression, in situ. Donc côté biofouling et réglementation, lorsqu'on développe une peinture anti-fouling, ça c'est le fournisseur de peinture. S'il travaille avec des biocides, il doit respecter la réglementation, au moins au niveau européen, si le fournisseur est en Europe. Et on connaît bien sûr les grandes étapes sur l'interdiction de certains biocides, notamment en 2008, l'Organisation maritime internationale interdit l'utilisation du tributylétain, TBT. Et on voit dernièrement, au 1er janvier 2023, également l'interdiction d'un autre biocide, Sibutrine, mais qu'on appelle aussi Ergarol, qui est maintenant interdit au niveau mondial. Même si ces interdictions pouvaient être nationales dans certains pays, maintenant c'est international. Bien sûr, un bateau, et là je vais parler plus spécifiquement pour le transport maritime, il est demandé aux bâtiments d'augmenter leur performance énergétique et de réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est date depuis 2008, qui est la référence, donc l'annexe 6 donc, de Marpol. Et on a une stratégie donc, mondiale qui a été mise en place pour réduire ces gaz à effet de serre et qui a été révisée en 2023, donc c'est récent, avec notamment sur le programme de réduction des gaz à effet de serre. La 4e étude de l'OMI a montré que le transport maritime générait plus d'1 milliard de tonnes de CO2, mais qui ne représente quand même que 2,9% des émissions mondiales. Et un plan a été établi donc à la première échéance 2030, avec une réduction de 20 à 30%, et ça a été révisé à 40%, par rapport à 2008, qui est le démarrage, l'étude première faite sur le transport maritime, et pour aller à une réduction de 70 à 80% en 2040, voire zéro émission en 2050. Et en parallèle, toujours d'adopter des technologies, des carburants, des sources d'énergie à faible émission également, c'est-à-dire essayer de changer un petit peu, travailler avec des moteurs hybrides ou changer son carburant. Et là aussi, ça vient en supplément de la réduction des gaz à effet de serre, d'arriver à transformer, adopter d'autres technologies et essayer d'obtenir des pourcentages allant de 5 à 10%. Et c'est un petit peu aussi les objectifs qui ont été décrits dans France Mer 2030. Le biofouling marin également, donc performance et réglementation sur la performance énergétique et réduction des gaz à effet de serre. Mais sur performance énergétique, il y a un point important qui est très récent, 2023 aussi, c'est que tout bâtiment dans le transport maritime doit suivre des données pour estimer et calculer ce qu'on appelle l'indice d'efficacité énergétique, EEXI. Alors EEXI, c'est pour les bâtiments anciens avant 2011, sachant que tout nouveau bâtiment depuis 2013 doit déjà en fait avoir pris en compte
dans la conception cette efficacité énergétique. Et il y a un deuxième indicateur, le CII, qui est un indicateur intensité carbone. Et cet indicateur-là, ces deux indicateurs importants qui sont rentrés en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Donc l'EEXI, qui a une obligation de calculer cet indice de rendement énergétique, mais il est associé à des bâtiments, on va dire, de plus petit volume, avec des jauges brutes supérieures à 400. Mais le CII, l'indicateur d'intensité carbone, qui est un indicateur opérationnel, doit être mesuré annuellement et qui est par contre défini en fait et demandé que pour des navires dont les jauges brutes sont supérieures à 5000. Et ce CII est calculé par rapport à la quantité de CO2 dégagée qu'on va souvent associer à la consommation de carburant, mais également la capacité qu'il peut marchandise et la distance parcourue. Et on aura une notation A, B, C, D, E des bâtiments et une obligation de soumission d'un plan d'action si le bâtiment est classé D ou E afin d'atteindre la note C. Mais ce qui veut dire, c'est que quand on regarde ici une simulation de l'évolution de ce facteur-là pour un transporteur de gaz, avec différents revêtements anti-fouling, on voit différentes courbes. Et ces différentes courbes sont pour différents revêtements anti-fouling. On voit qu'au cours du temps, donc sur une période de 5 ans, entre 2023 et 2027, donc entre deux carénages, on voit très bien que ce facteur CI va augmenter à cause du fouling. Et donc il va falloir choisir le bon revêtement de manière à ce que cette augmentation ne dépasse pas, n'arrive pas en D ou en E. Et donc cette simulation a été réalisée, il y a la publication qui est écrite en bas, et a été calculée, la simulation, par rapport à des données calculées terrain et laboratoire. Et si on continue, il y a d'autres réglementations, puisqu'on parlait de transfert d'espèces invasives ou envahissantes, on a également une directive cadre stratégie pour le milieu marin en Europe, depuis 2008. Mais il n'y a pas que l'Europe, il y a également d'autres pays. Et un des pays phares dans la restriction d'entrée sur le territoire au niveau du transport maritime sans nettoyage de coque, maintenant c'est interdit, c'est la Nouvelle-Zélande. En 2018, si un bateau veut rentrer dans les eaux de Nouvelle-Zélande, il doit nettoyer sa carène. Donc il doit avoir zéro fouling, ou du moins zéro macro-fouling visible à l'œil nu. Ce qui veut dire qu'il faut nettoyer sur site, filtrer, ne pas rejeter aucune microparticule, on va dire, et aucun organisme, donc il faut stériliser avant de rejeter les eaux de nettoyage. La Californie, l'Australie également, en 2021, sont rentrés également. Ce qui veut dire que pour le transport maritime, il y a des gros enjeux de trouver en fait le revêtement anti-fouling éventuellement le plus efficace qui évite en fait d'avoir des organismes qui puissent être transférés et éviter un nettoyage avant d'entrer dans ces zones-là. Donc pour conclure, la gestion du fouling marin doit être pensée en fonction des scénarios. Donc sur les bâtiments, que ce soit à ce moment-là transport maritime et même naval de défense, les fréquences de navigation, les vitesses, les routes suivies, les zones à protéger, avoir un revêtement qui soit compatible avec le procédé de nettoyage in situ, et penser au rendement énergétique, à la réduction de l'impact sur l'environnement et ce fameux indice carbone pour le transport maritime qui nécessite d'enregistrer les données et de faire des inspections in situ. Et si on parle de peinture, eh bien même des peintures qui auraient des biocides, même si on veut réduire la quantité de biocides, elles restent quand même performantes parce qu'elles limitent le problème de transfert d'espèces invasives parce que les biocides tuent les organismes, donc on ne les transporte pas. Elle permet aussi de réduire les émissions de CO2 parce qu'elles sont performantes. Par contre, il faut aussi faire attention, si on utilise des biocides, d'utiliser des biocides qui soient plus respectueux de l'environnement. Parce que l'objectif derrière, c'est d'augmenter la biodiversité marine, protéger l'être humain, celui qui applique la peinture, et améliorer la qualité de l'eau. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Au laboratoire MAPIEM, juste une information. En fait, on fait du développement de revêtements à faible teneur de biocides, voire sans biocides. On va jusqu'à l'évaluation et la caractérisation in situ. Et on regarde les performances et la durabilité des revêtements en collaboration avec le service ingénierie des matériaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.